Bonjour, on va terminer cette section sur les 5 sens en parlant de la langue et du nez. Donc deux organes là, qui vont travailler ensemble, là, entre autres, pour déterminer le goût des choses. Donc on a ces deux organes, donc il y en a un qui est spécialisé dans la détection des odeurs, et bien sûr, c'est le nez. Et pour la langue, on va pas parler de goût, mais on va plutôt parler de détection des saveurs. Donc, on va voir plus loin, là, c'est quoi les 5 saveurs de base détectées par la langue. Donc, c'est lorsque les deux ensemble vont se combiner, donc le nez et la langue, qui sont des organes complémentaires, et c'est ensemble qu'ils vont permettre de déterminer le goût. Donc, vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on est très enrhumé, par exemple, le goût est passablement affecté. Pourquoi? Parce que le nez a de la difficulté à faire son travail là, dans la compréhension là, ou dans l'interprétation au niveau du goût. Donc, pour l'anatomie du nez et de la langue, vous allez voir que c'est beaucoup moins détaillé que pour les deux autres sens. Donc, en fait, il y a vraiment peu de choses à apprendre là, au niveau des structures. Donc, ce qui va être important, c'est seulement de reconnaître les cellules spécialisées autant au niveau de l'olfaction, hein, pour le nez, qu'au niveau du goût. Donc, il y a une zone sensitive, donc les cellules olfactives là, sont regroupées ensemble dans ce qu'on appelle la tache olfactive. Donc, la tache olfactive, donc qui est encerclée ici, c'est un regroupement de plusieurs cellules olfactives. Donc, ce sont les dendrites des cellules olfactives qui vont réagir aux molécules odorantes. Et ces cellules olfactives-là, comme pour les autres sens, vont transformer l'information en influx nerveux et ça va voyager l'information vers le cerveau par le nerf olfactif là, qui commence ici. Du côté de la langue, on a les papilles gustatives qui contiennent ce qu'on appelle les bourgeons gustatifs. Donc, les papilles gustatives, c'est plutôt ce qu'on peut voir à la surface de la langue, tandis que les bourgeons gustatifs, là, c'est plutôt à la base ici de la langue. Donc, c'est eux, les bourgeons gustatifs, là, qui vont transformer dans le fond, les saveurs en influx nerveux là, qui vont être interprétés toujours par le cerveau. Donc, au niveau du nez, on a une certaine capacité à détecter les odeurs, mais on sait qu'il y a des animaux qui nous surpassent, entre autres le chien. Alors, pourquoi le chien a une meilleure odorat que nous? Il y a vraiment plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que son organe de l'odorat, le chien, est entre 100 et 1 million de fois plus sensible que l'humain. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a la forme du nez. Hein. On sait que sur le côté du nez, le chien a des fentes. Puis, dans le fond, l'air entre par les trous en avant, mais sort par les fentes ici. Donc, ça fait des petits tourbillons ici. Donc, ça vient brasser l'air et ça fait qu'il rentre plus de molécules odorantes. Ensuite, les molécules odorantes vont se rendre comme pour nous à un genre de bulbe olfactif. Par contre, sa surface est beaucoup plus grande que celle de l'humain. Hein, on voit là seulement 5 cm² pour l'humain et de 150 à 170 cm² pour le chien. Donc, beaucoup plus de cellules réceptrices, hein, 300 millions de cellules réceptrices au lieu de 5 millions pour l'humain. Et finalement, quand ça arrive au cerveau, pour le chien, le bulbe olfactif occupe là, une grande partie du cerveau, contrairement à l'humain. Donc, l'odorat du chien là, est distinctif, là, particulièrement là, à cause là, de son sens là, qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus élaboré.
Donc, on va se servir du chien pour détecter toutes sortes de choses. Et même, on entraîne des chiens là, dans certains pays à détecter des maladies comme le cancer. Et présentement, il y a également des chiens là, qui servent dans les aéroports à détecter des personnes là, qui pourraient être porteuses de la COVID-19. Donc, ces personnes-là ont une odeur corporelle légèrement différente et les chiens sont capables de reconnaître cette odeur-là. Donc, ça me mène à vous parler d'autres sens aussi qu'on n'avait pas mentionnés. Donc, par exemple, le champ auditif humain et celui-là des animaux aussi est différent. Donc, on voit que pour l'humain, on entend entre 20 et 20 000 Hz. Plus bas que ça, on parle des infrasons. Donc, les infrasons, par exemple, sont entendus par les éléphants et voyagent sur des grandes distances. Ou par exemple des ultrasons. Donc vous avez peut-être déjà vu des sifflets pour chiens, donc des sifflets de rappel pour chiens, que lorsqu'on souffle à l'intérieur, l'humain n'entend rien, mais le chien l'entend lui parce que ça fait partie des ultrasons. Donc nous, notre oreille ne réagit pas à ces sons-là. Et on a même ici les dauphins et les chauves-souris là, qui vont, entre autres là, chez la chauve-souris, se servir de l'écholocation. Même chose pour la vision. Regardez ici, on voit le spectre de vision de l'humain, on voit vraiment une variété de couleurs. Et on voit que chez le chien, la partie rouge n'est pas du tout présente. Donc, c'est parce qu'à l'intérieur de leur rétine, ils n'ont pas les mêmes cônes. Donc, nous, on a 3 cônes pour détecter les couleurs. Pour le chien, il y a seulement 2 types de cônes. Donc, 3 types de cônes et 2 pour le chien. Donc, ça donne un spectre de vision qui est totalement différent. Donc, si on en revient au nez, je ne sais pas si vous saviez, mais on peut faire de son nez un métier. Donc, j'ai 3 personnes ici, M. Dominique Ropion, Mme Mathilde Laurent et M. Olivier Pogul. Donc, ce sont 3 personnes qui ont le même métier. Et non, ils ne travaillent pas pour le FBI pour reconnaître des parfums. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des films. Mais en fait, effectivement, ces personnes-là sont appelées des nez. Donc, avec un N majuscule, c'est vraiment leur métier. Et ce qu'ils font, ces personnes-là, c'est qu'ils travaillent pour des parfumeries. Donc, soit pour Cartier, dans le cas de Mme Laurent, pour Chanel, dans le cas de M. Pogul, et M. Ropion, lui, a travaillé pour différentes compagnies là, de Yves Saint-Laurent, en passant par Chanel et d'autres. Donc, ces personnes-là sont environ une centaine à faire ce métier-là, c'est-à-dire à développer des parfums en identifiant des odeurs et en mélangeant des parfums qui sont par la suite là, vendus par les compagnies. Donc, c'est quand même une dizaine d'années de formation là, pour devenir un nez pour une parfumerie. Donc, métier étonnant s'il en est un. Donc, on va terminer cette section-là en parlant des conditions pour qu'on puisse détecter une odeur et une saveur. Donc, dans chacun des cas, il y en a 4. Donc, la première, l'odeur doit être odorante. Donc, il faut que ça sente quelque chose. Ça a l'air étrange, mais en fait, si on sent un verre d'eau, ça sentira pas grand-chose. Pourquoi? Parce que cette odeur-là, pour nous, là, ça ne nous dit rien. Donc, ensuite de ça, la substance doit être volatile, c'est-à-dire qu'elle doit être en phase gazeuse. Donc, les molécules qui sont odorantes sont nécessairement en phase gazeuse pour pouvoir entrer dans notre nez et venir entrer en contact avec le bulbe olfactif. Donc, il faut aussi qu'elle ait une concentration suffisante. Donc, ça, c'est une des caractéristiques des chiens, par exemple, par rapport à nous. Donc, lorsque la concentration est trop faible, on n'arrive pas à détecter une odeur. Le chien, peut sentir, par exemple, une goutte de parfum dans un stade. Donc, la concentration est très faible, mais il peut quand même la détecter. Et finalement, il faut que ça rentre en contact avec les cellules de la tache olfactive. Donc, c'est ce que j'ai mentionné tantôt. Il faut que ça arrive en contact là, avec les cellules. Donc, parfois, on va avoir le réflexe là, de faire rentrer plus d'air dans notre nez.
même d'agrandir nos narines pour mieux sentir quelque chose, ben c'est pour faire entrer justement les molécules odorantes avec notre tache olfactive. Même chose, détection des saveurs, donc il y a 4 conditions. La première, c'est que la molécule doit être sapide, il faut qu'elle goûte quelque chose. Donc, il faut qu'elle ait une des 5 saveurs là, qui peuvent être détectées par la langue. Ensuite, ben, il faut qu'elle soit soluble dans l'eau. Donc, si dans l'eau, ben, pourquoi je dis l'eau? Ben, c'est écrit salive, c'est parce que la salive est surtout faite d'eau. Donc, elle doit pouvoir se dissoudre pour arriver là, à entrer en contact avec les bourgeons gustatifs. Donc, il faut qu'elle soit, elle aussi, en concentration suffisante. Donc, il faut qu'il y ait quand même plusieurs molécules qui se dissolvent pour que ça goûte quelque chose. Donc, si, par exemple, dans l'eau, vous faites de l'eau salée, mais vous dissolvez seulement un grain de sel à l'intérieur, ben la concentration ne sera pas suffisante là, si la quantité d'eau est importante. Donc, vous n'arriverez pas à détecter ce goût-là au travers du reste. Et finalement, ben, comme pour l'autre, il faut que ça rentre en contact avec les bourgeons gustatifs. Donc, il faut que ça passe un certain temps dans la bouche pour goûter quelque chose. Et ça aussi, c'est un réflexe qu'on a. Donc, par exemple, quand on prend un médicament qui goûte vraiment pas bon, ben, on n'a pas tendance à le garder dans la bouche longtemps. On va plutôt se dépêcher à l'avaler pour éviter qu'il rentre en contact là, avec les bourgeons des papilles gustatives. Donc, il y a 5 saveurs en tout qui peuvent être détectées par la langue. Donc, on appelle les saveurs fondamentales. Donc, le sucré, le salé, l'acide, l'amer et ce qu'on appelle l'umami. Donc, l'umami, c'est un terme japonais qui veut dire délicieux, savoureux. Donc, c'est le goût qui est souvent donné par les matières qui sont un peu grasses, si on veut. Donc, il nous reste à mentionner l'influx nerveux comme pour les autres sens. Donc, on a le trajet ici qu'il faut être capable là, de refaire dans l'ordre. Donc, pour le nez, bien sûr, réagit au stimulus des odeurs, tandis que pour la langue, c'est plutôt les saveurs. Le transformateur, ici, on a les cellules olfactives, les cellules de la tache olfactive. Tandis qu'ici, ce sont les bourgeons gustatifs qui vont prendre les stimulus et les dendrites là, vont transformer ça en un signal qui est toujours un influx nerveux. Dans le cas des odeurs, l'influx nerveux va transiter par le nerf olfactif. Pour ce qui est des saveurs, l'influx nerveux va transiter par les nerfs crâniens et le tronc cérébral. Donc, il n'y a pas de nerf gustatif. C'est vraiment les nerfs crâniens et aussi le tronc cérébral. Et finalement, notre analyseur qui est toujours le cerveau, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, l'aire olfactive pour l'odorat et ici, l'aire gustative du cerveau. Donc, ça complète notre étude des 5 sens.